Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Simone Zanoni, chef cuisinier du restaurant Le Georges, du palace parisien Le Georges V. Il nous conte son enfance dans sa Lombardie natale entre ses souvenirs de Mille Emilia, ses bêtises mécaniques avec ses potes, sa Panda 750 coursifiée dès son permis en poche, ou encore sa 205 1,6 litre CTI à la vingtaine passée, car oui, Simone est tout autant passionné d'automobile que de moto. De ses premières autos au destin funeste, à son évolution vertigineuse à Londres aux côtés du célèbre chef cuisinier britannique Gordon Ramsay, Simone nous raconte ce qu'était son quotidien, celui d'un cuisinier italien qui a seulement 27 ans est devenu le chef du restaurant triplement étoilé de son mentor. Une telle réussite a forcément un coût, celui d'un travail acharné et des journées interminables, plus de 17 heures par jour. Vous imaginez bien qu'avec une telle vie, on a aussi besoin de se défouler, et Simone le faisait à travers les sports mécaniques. Il a donc de nombreuses anecdotes savoureuses, mais je vous en dis pas plus au risque de vous spoiler. Forcément, on a parlé des belles autos qu'il a pu s'offrir au fil de sa carrière, et vous allez vous régaler à écouter les histoires et anecdotes qu'il a à propos de chacune d'entre elles. On a bien entendu aussi échangé sur Porsche et Ducati, les deux marques pour lesquelles il est ambassadeur. Cet épisode est finalement le récit d'un homme qui a toujours réussi à allier sa passion pour les sports mécaniques avec un travail aussi exigeant que celui de chef cuisinier avec brio. Vous comprendrez aussi sûrement à quel point l'univers de la haute gastronomie et celui de la course sont finalement pas si éloignés que ça. J'en profite pour remercier Patrick Rougereau avec qui j'ai aussi enregistré un épisode, le lien est en description, pour la mise en contact avec Simone. Je salue aussi Calvin Courgeon, parce qu'on parle de lui avec Simone pour sa génialissime photo de Simone avec sa Porsche GT3 RS et la fameuse assiette de pâtes. Je vous mettrai aussi le lien de l'épisode que j'ai enregistré avec Calvin en description et je vous mettrai la photo en question sur Instagram, donc @dbg_podcast. Ah oui, et ne soyez pas surpris, nous avions mis le MotoGP en fond durant l'enregistrement de ce podcast avec Simone, donc il est possible que l'on s'exclame lorsque notre pilote français Fabio Quartararo s'emparait de la pole position. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg_podcast. Vous pouvez aussi découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants. Pour l'instant, il y a seulement celui qui correspond à l'épisode que j'ai enregistré avec Adrien Parasol qui est en ligne, mais d'autres arrivent très vite, c'est promis. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 48, et ceux que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Simone. Buongiorno. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est chez toi, dans ta maison / studio aussi. Studio / laboratoire d'essai / beaucoup de choses. Et puis la MotoGP devant, on regarde en fond. Ah voilà, sans volume, mais au moins on voit les espoirs des Français qui pour la première fois depuis je pense que 50 ans. Ils se portent très bien et heureux de voir ça parce que moi la moto c'est quelque chose que je tiens beaucoup et c'est une belle histoire française, ouais. Et justement, présente-toi un petit peu en 2 mots pour les gens qui t'auraient pas encore reconnu, qui te connaissent pas encore. Je m'appelle Simone Zanoni, je suis un chef italien qui maintenant habite en France depuis presque 13 ans. Et je suis le chef de cuisine d'un restaurant qui s'appelle Les Georges à l'intérieur du Georges V. Italien, passionné de beaucoup de choses. Je m'entoure de toutes les choses qui me passionnent. Et du coup, la cuisine, mon métier, ma famille, les voitures, les motos, les jardins, les abeilles, les poules. Les poules Ducati. Et les poules Ducati, oui, on a mis un Panigale V4R à l'intérieur. Et je pense que ça les motive à prendre plus, à aller plus vite. Et je pense que voilà, je suis qu'est-ce que te dire de plus, je suis quelqu'un d'heureux parce que je suis bien dans ma peau pour l'instant. Un épicurien, moi je résumerais ça comme ça, tu vois. Oui, un épicurien, mais en même temps qui justement à bout de sa petite vie qui bien sûr n'est pas encore terminée, mais qu'il commence à se donner justement des priorités et à choisir justement son champ, son camp
Et mes priorités aujourd'hui, je les connais, je les vois, je les sais, je sais qu'est-ce que je veux. Et c'est quand même marrant ces poursuites justement des bonheurs qu'on a. Il y en a certains qui les trouvent jamais. Et il y en a certains que je pense que, heureusement, je fais partie de ces gens qui ont donné du sens à leur vie. Et ils savent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent être, où ils veulent y aller. Et ils savent justement prioriser le bonheur qui est justement le succès, d'avoir plus d'argent. Voilà. On va se concentrer sur une de tes passions, ou plutôt deux de tes passions aujourd'hui, savoir l'automobile et la moto. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance pour toi? Oui. Ça a toujours, enfin, c'est pas la notoriété ni ton succès professionnel qui t'a amené ça. Ça a toujours été en toi. Quels sont tes premiers souvenirs un petit peu? Ouais, mes premiers souvenirs, c'est 12 ans quand je m'enfuyais la nuit avec mes copains pour aller voir les Mille Miglia des nuits. J'ai encore présent, comme c'était hier, les bruits des Lancia Stratus ou des Lancia Delta Integrale. Moi, la vitesse, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon sang. À l'âge de 10 ans, parce que moi j'habitais en montagne, on faisait des compètes avec des planches en bois et justement à la place des roues, on avait des roulements et justement on s'accrochait ça. Il y avait un petit bar à l'avant pour essayer de tourner à droite à gauche. Et il y avait des bottes de foin dans les virages parce qu'on s'est pété la tête plusieurs fois. Et on faisait des courses comme ça. Et après, les roulements, il allait pas assez vite. Du coup, on mettait du vrai caoutchouc. Et du coup, là, ça allait vraiment vite. Et voilà. Je pense que si je montre mes genoux et mes coudes après, tu comprendras qu'on a pris quelques sacrés petits coups. Mais et à plus à partir de là, c'était vraiment, c'est pour nous la montagne, c'est vitesse, c'est un PS, preuve spéciale, c'est aller plus vite possible d'un point A à un point B. Je me rappelle encore les Renault 4 Turbo, je me rappelle les Lancia Delta HF intégrale. C'est ton oncle qui en avait une, c'est ça? C'est mon oncle qui en avait une, et du coup on s'amusait parce que bon, les derniers 6 km de chez moi, c'est vraiment de la montagne pure avec des bons virages et vraiment des virages à coude très importants. Et voilà, moi avec ma petite Panda 750 qui avait un roll cage à l'intérieur, il y avait justement qu'on avait soudé nous-mêmes. Donc tu l'avais allégé, préparé un peu course quoi. Ouais, avec un volant de la Sparco et voilà, on faisait tout avec. Je pense que j'ai dû fondre les moteurs parce qu'à bout d'un moment, même elle en pouvait plus. Mais c'était vraiment partie de mon enfance. La Vespa 50 qu'on a transformée en 75 des cylindrés parce que on limait les pistons pour justement avoir plus de compression, avoir plus d'essence à l'intérieur. C'était l'époque justement j'ai découvert ces passions, mais j'ai toujours gardé la Formule 1, j'ai toujours gardé MotoGP. Du coup, moi, j'ai vu 3/4 de la carrière de Valentino Rossi parce que c'était voilà, encore à l'époque où il était petit. On a préparé le même âge. Du coup, j'ai suivi toute sa carrière. Voilà, c'était moi en tout cas, c'est un univers qui me plaît. Ses côtés pas dangereuses, mais à l'époque c'était hyper dangereuse. Tête brûlée en fait quoi. Ouais, en même temps, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'aime la vitesse que je roule comme un psychopathe sous la rue. Je sais faire la différence. J'ai aussi une famille, alors je pense qu'aujourd'hui j'ai pu garder la passion, mais je sais que pour rouler vite, je roule en circuit et je peux amener deux vies. C'est-à-dire qu'avoir toujours cette envie de sensations fortes, vitesse et danger, mais en même temps dans des endroits qui n'étaient pas là, les routes ouvertes, comme quand j'avais. Oui, ça, quand t'avais 15-18 ans, t'en avais rien à faire de tout ça. Maintenant, ouais, c'est ça. Non, à l'époque, c'était. Nous, on avait des gens avec des walkie-talkies, parce que la route qu'on prenait, c'était justement. Il n'y avait pas moyen de s'accrocher dessus. C'est-à-dire qu'il y avait 4 km où il fallait entrer d'un côté, sortir de l'autre. Alors, il y avait des gens à walkie-talkie en disant ok, vas-y, il n'y a pas de voiture. Et alors, en français, parce que bon, les rues, c'est quand même assez petites. Il faut les faire attention parce que s'il y avait deux voitures qui s'est croisées, on n'était pas sûr d'arriver à dépasser la voiture. Et on était bien organisés. On faisait des courses entre nous. Il y avait justement, je me rappelle des gars avec les Uno Turbo,
des vrais turbos, des vraies voitures comme vraiment ils faisaient à l'époque où Très on-off, quoi. très on-off. Il y avait des voitures avec un litre 4, du coup peu puissantes, mais qui des moments que les turbos déclenchaient dedans, c'est un petit peu un peu imprévisible, comprendre ce qui se passait. Mais c'était vraiment, il me passionnait. C'est depuis quand j'étais petit, j'attendais justement mon papa. Il avait une vieux Husqvarna 250 qui m'amenait en montagne avec lui. Et là, je lui demandais toujours, vas-y papa, fais du wheeling. Bon, mon papa, il était assez sage, mais de temps en temps, il s'est lâché. C'était vraiment dingue. Et moi, j'ai adoré ça. Et en plus, quand j'avais quand même 14 ans, quand eux, ils partaient les week-ends, et moi, je commençais à lui voler la moto. Et après, on partait en montagne justement. Franchement, j'ai tout fait. Ouais. Tu te rappelles quand t'as volé la moto? Qui? Mes parents? Tes parents, est-ce qu'ils ont grillé que tu avais emprunté la moto? Grave. Ah ouais, grave. En plus, moi, je volais aussi la moto de mon oncle et après, je me suis fait quelques belles petites tabasses. Non, ils ont bien su parce qu'un jour, du coup, j'ai tapé une voiture en. Ah ouais? J'ai tapé une voiture en montagne justement et j'ai plié les fourches et c'était un peu compliqué à cacher ça à mon papa. Et c'est du coup, ils ont bien compris qu'il fallait bien mettre un beau cadenas sous la moto, mais que du coup, j'ai trouvé les clés. Voilà. Bref, c'était vraiment, c'était une passion. J'étais une pile déjà un peu trop agité déjà à l'époque. Et t'avais déjà beaucoup d'énergie, tu veux dire? Ouais. Vraiment, j'étais vraiment un surexcité déjà à l'époque. Je pense que ces côtés, je l'ai toujours gardé parce que je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément changé. Je me suis juste un peu assagi. Je suis devenu un peu plus sage, mais l'esprit d'un gamin de 14 ans, il est encore là. Oui, l'esprit d'un passionné finalement, quoi. D'un passionné. Quand j'avais 14 ans, il y avait l'Aprilia parce que j'avais pas encore permis voiture. Okay. Et c'était la moto que j'allais justement à l'école et customiser et tout. Encore une fois, là, j'ai compris. C'est parce que j'ai appris sous ma peau beaucoup de choses. Parce que moi, je pensais que quand on allait changer les pneus et on mettait de neufs, on dit attends, ça doit accrocher grave parce que du coup, ils sont neufs. En fait, non, pas du tout. Parce que 2 kilomètres après que j'ai pris un virage avec les genoux et du coup je suis tombé comme un petit salami et je me suis dit c'est bizarre quand même, les pneus sont neufs. Et après je me suis renseigné que il faudrait quand même les travailler quelques kilomètres. Mais sinon c'est savonnette. Ouais, mais c'est des choses que j'ai appris sous ma peau. C'est marrant parce que t'as appris en faisant les erreurs, quoi. J'ai appris en faisant des erreurs. J'aurais pu me renseigner avant, mais c'est vrai que c'était assez marrant. Et après, à partir de là, la moto aussi, elle a un petit peu fondu parce que, encore une fois, il n'est pas supposé faire 100 km. C'est une petite moteur 50. On a quand même bien profité de ces motos. Et après, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, du coup, ces voitures et la Panda 750 que j'ai gardé jusqu'à mon service militaire, mais après je faisais 300 km avec la voiture, elle n'était pas faite pour ça, elle n'en pouvait plus, elle était complètement coulée, fondue. T'avais 18 ans, ouais, j'avais 18 ans, les moteurs, il était vraiment à l'agonie. Et à 18 ans, justement, mon papa, il m'a aidé à m'acheter ma première vraie voiture, un Peugeot 205 GTI, 1,6 litre. En CTI, tu m'avais dit? CTI, pardon, CTI. Encore plus rare. Cabriolet, qui est... Franchement, malheureusement, lui aussi, il a pas trop bien fini, mais c'est vrai que si je l'avais aujourd'hui, c'est quand même des voitures qui ont une très belle cote. Ah, carrément. Ouais. Est-ce que je crois que, si je dis pas de bêtises, la 1,6 litre CTI, c'est le moteur de la 115? Ouais. Moteur 115, je crois. Tout à fait. Et bel moteur. Je vais changer l'échappement. Du coup, il a fait un très bon bruit. C'est justement ça qui a un peu ruiné cette voiture parce que je l'ai amené à Londres avec moi. Donc, tu pars à Londres pour cuisiner? Après mon service militaire, je pars à Londres pour cuisiner. Apprendre l'anglais, c'est ça? Exactement. Apprendre l'anglais. J'amène la voiture avec moi. Et la voiture, les Londoniens, c'est un univers à part parce que du coup, ils sont très polis. Moi, j'habitais à Chelsea. Alors, parfois, quand j'ai cherché un parking, je faisais la petite poussette à la française, tu vois, un coup avant, un coup arrière. Et un jour, je me vois la police arriver à l'éveil d'un restaurant parce que du coup, Gordon Ramsay me dit, Simone, pourquoi il y a la police qui se cherche? Et il y avait un voisin du coup qui m'avait annoncé disant vous savez, votre fils il a un petit peu poussé, votre chef il a poussé un petit peu ma Porsche parce que c'était Chelsea aussi, alors belle voiture, et il a poussé un peu la Porsche à l'avant et
la Range Rover à l'arrière, justement pour entrer avec sa voiture. Voilà, ils n'étaient pas hyper contents. Mais là, j'étais encore un peu chaud parce que j'avais quand même 20 ans. Ça faisait combien de temps que tu travaillais? T'as très vite travaillé chez Gordon Ramsay quand t'es arrivé à Londres? 2 ans après. 2 ans après, okay. j'ai pris un peu de temps justement pour apprendre l'anglais, pour m'installer un peu dans la cuisine. C'était pas non plus de show fait très rapidement parce que bon, l'anglais quand même c'est une langue pas aussi facile à apprendre parce que c'est pas une langue latine. Après, on peut l'apprendre à l'école, mais quand on veut vraiment avoir des vraies conversations, quand on veut vraiment discuter avec quelqu'un, c'est quand même une langue qui prend du temps. C'est pour ça que j'ai jamais forcément eu des amis italiens. J'ai toujours essayé d'avoir des copains anglais pour l'apprendre plus vite. C'est peut-être pour ça aussi que tu sais, les Français et les Italiens, on dit souvent que c'est les plus mauvais en anglais. Je pense qu'il y a un lien. Et effectivement, si tu t'immerges pas dans la langue, ça sert à rien. C'est normal parce que du coup, c'est comme en Angleterre, il y a tellement d'Italiens que tu peux presque vivre sans parler français et sans parler italien. Et en France, en tout cas, les deux pays qui sont plus entre guillemets bienvenus à Londres, c'est l'Italie et la France. C'est clair. Je pense qu'il y a 1 million de Français, il y a un peu plus d'Italiens. Alors, mais moi, j'essaie toujours justement d'éloigner un petit peu, pas parce que je n'aimais pas, mais mélanger, j'avais une copine anglaise. Voilà, ça fait que j'ai bien appris l'anglais assez rapidement et ma voiture avec moi, on a fait des shows, des crues, j'ai perdu mon permis pendant 1 an. Je t'avais dit ça? Non, tu m'avais pas dit ça. Ouais, j'ai perdu les permis pendant 1 an on dit en Angleterre dangerous driving, pour conduite dangereuse. Qu'est-ce que tu faisais? Parce que j'ai rentré, j'avais toujours un peu envie de faire la course sur la route et les soirs j'entrais, c'était tard, c'était minuit. Apparemment, j'ai dû prendre un virage un peu trop rapidement. Les pneus, ils ont fait un peu de bruit. Du coup, il y avait une voiture de police qui était une voiture cachée et qui a commencé à me poursuivre. Mais moi, à un moment, je me suis dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui veut faire la course. Alors, elle a commencé à foncer en plein cœur de Londres. C'était la nuit, il n'y avait personne, mais... Ils n'avaient pas mis les gyrophares? Non, ils m'avaient poursuivi, mais justement... En banalisé. Et moi, justement, je pensais que c'était juste quelqu'un qui voulait faire la course. Et j'ai pris quelques petits risques. On roulait quand même à plus de 100, à limite 50, et j'ai dépassé quelques voitures. Jusqu'au bon moment je me suis vu, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je me suis vu arriver 3 voitures de la police en face et la voiture de la police à l'arrière qui a mis son gyrophare. Et je dis, oh Simone, je pense que t'es un peu dans le caca là. Et ils ont fait vraiment un peu à l'américaine. Ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont craché contre la côté de ma voiture et ils m'ont mis les manottes. Et en fait, ça se trouve que ils cherchaient un dealer avec la même voiture. Ok. Et après, je suis fini en poste de police là toute une nuit. Après, ils ont compris que j'étais pas un dealer, mais justement quelqu'un qui conduisait un peu rapidement. Bon, bref, j'ai eu mon permis activé pendant 1 an. Et voilà, c'était. Je pense pas que j'ai pris la leçon parce que du coup, je pouvais voler quand même en Italie parce que j'avais un double permis. J'avais un permis italien aussi. Mais c'était un peu compliqué pour avoir des voitures pendant 1 an. Et après, entre la voiture et la moto, une fois que la voiture, après, j'étais obligé à la laisser partir parce qu'elle a un peu brûlé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une anecdote assez marrante quand même. C'est marrant parce que j'étais sur l'autoroute pour aller justement dans le Kent. C'était au sud de la France avec un copain et qui était en moto, moi j'étais en voiture, on roulait assez vite, c'était 180, mais j'avais modifié l'échappement. Et l'échappement, il était justement un peu trop proche du réservoir. L'échappement trop chaud a fait fondre le réservoir. Il y a eu de l'essence qui est tombée sous l'échappement et il y avait des flammes à l'arrière. Et les voitures continuaient à me sonner, klaxonner. Je comprenais pas ce qui se passait parce que je voyais pas les flammes. Et jusqu'au moment que la voiture, je me suis arrêté au bord de la route et la voiture a justement pris feu. Et voilà, là c'est fin de mon petit Peugeot, malheureusement, parce que c'était une voiture que je tenais beaucoup. Et c'est dingue comme elle a juste brûlé pendant 10 minutes. T'as rien pu faire quoi? Non, à bout de 10 minutes, il n'y avait plus de voiture. Et alors je me suis mis un peu plus à la moto parce que Londres, c'est quand même une ville très compliquée pour justement gérer déjà un trafic très intense. Et en plus, c'était l'époque qu'ils ont commencé à insérer
là justement la central zone, où il y avait une zone centrale où il fallait justement payer à l'époque déjà 6-7 euros par jour pour pouvoir rentrer. Ce qui existe maintenant à Paris, ils sont inspirés directement de Londres, parce que Londres, ça existe depuis des années. Oui, à Londres, justement, ça existe depuis 15 ans, même plus. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que ça a réduit les trafics, ça a permis justement de garder le business, parce que tous les gens qui entrent pour une maison de business, ils ne payent pas autant. Et ça a quand même bien dilué les trafics qui, à l'époque, c'était infernal. Mais moi, à l'époque, j'ai décidé jusque de prendre des motos et on était avec 2 copains. Il y avait un copain justement qui on achetait tout ensemble. On avait des motos ensemble. Et alors, j'utilisais la moto pour aller au travail. C'était très bien, facile à conduire, facile à garer. Bon, après à Londres, c'était l'époque où ils volaient beaucoup de motos. Du coup, ils m'ont volé 2 motos. J'ai la troisième que j'ai un peu accidentée parce que même en moto, du coup, on avait un peu le même esprit. Alors. On faisait tout, on faisait n'importe quoi. Je me suis fait arrêter 3 fois en moto. J'ai perdu encore les permis 2 fois en moto. On faisait des vidéos autour de gros ronds-points la nuit avec des genouillères. Les sliders, Les sliders, avec des sliders en alu, justement pour faire la trace enflammée. Et faire des étincelles, ouais. Ça fait des étincelles, on était un peu sauvage à l'époque. Ça, pour expliquer pour les gens qui font pas de moto, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre le virage en posant le genou, donc avec un bon angle. Ouais. Et effectivement que le genou frotte, puisque le slider, donc c'est un espèce de pad en fait. Exactement, sous le genou. En alu, ouais. Et qui protège normalement, à la base pour protéger. Exactement, ouais. Mais là, il est en alu, donc ça fait des étincelles. Bah ouais. Et si d'habitude ils sont en plastique, justement, c'est pour aller un peu plus vite dans les virages, mais nous on faisait ça autour d'un rond-point grand et on continue à tourner. Et voilà, j'ai aussi perdu une fois la roue arrière, du coup la moto l'a glissé, je me suis écrasé contre un arbre et tatitata. Puis c'est aussi une période où tu bosses comme un malade. Oui. Tu travailles avec Gordon Ramsay. Je travaillais chez Gordon Ramsay, je travaillais à 16-17 heures par jour et les week-ends c'est justement les sorties de folie. Je pense qu'il y avait pendant 5 jours, on travaillait tellement que les week-ends on avait juste envie de se lâcher un peu. Ouais, tu pétais un peu un câble. Et moi c'était ma façon justement de faire, de s'amuser. On partait en moto. Je m'appelle à l'époque, on était obligé, on voulait aller justement tout au nord de l'Angleterre pour aller avoir un fournisseur de viande. On n'est jamais arrivé parce qu'on s'est fait arrêter par la police. C'était. Si je regarde maintenant, je me dis waouh, on s'est bien amusé. C'est vrai qu'à l'époque, parfois, c'était un peu compliqué parce que quand il fallait appeler le lundi matin au travail, disant je pense que je vais pas venir tout de suite parce que. J'essaie un peu au poste de police, mais je vais essayer de faire mon mieux pour revenir au travail. C'était un peu. Comment il réagissait justement Gordon Ramsay quand il apprenait ce genre de choses? Ça faisait marrer? Oui, à l'époque, oui. Après, parfois, non, parce que du coup, c'était justement l'entrée d'un environnement que c'était tellement compliqué, on avait tellement besoin de staff que c'était pas marrant si je m'absentais justement pour des raisons comme ça. Après, je pense qu'il comprenait aussi parce que lui, il était un peu de la même façon, toujours lui aussi amoureux des voitures, des motos. Voilà, on a un peu un même esprit, mais c'est vrai que à bout de moment, j'étais obligé à me calmer un petit peu justement pour pas mettre mon travail et mon job en péril. Mais j'étais une belle tête chaude. Justement, à 27 ans, tu te retrouves chef d'un restaurant triplement étoilé. Tout à fait, ouais. Ramsay, donc truc de malade quand même. Ouais, truc de malade, mais avec un vrai travail vraiment acharné. C'était hyper compliqué, on faisait des horaires de fou, on faisait 17 heures par jour, on commençait à 7 heures du matin, on sortait de la cuisine à minuit, 1 heure, je dormais 5 heures par jour, 4 heures par nuit, c'était vraiment une époque hyper chargée, je me suis écrasé 2 fois en moto parce que je m'endors, en fait, les matins à 7 heures, c'est pas compliqué, hein. J'avais des coups de barre en moto et j'ouvrais les yeux, je me trouvais un camion face à moi, j'ai cassé 2 clavicules. C'était une époque où on avait peur derrière. On a l'impression que on n'était pas des chefs, on était vikings. Ouais, tu cramais la vie par les deux bouts en fait, parce que c'était ton mode de vie finalement. C'était mon mode de vie, mais c'était vraiment, je pense que c'était la France il y a 40 ans. Quand à l'époque vraiment, c'était la même concession de vie. C'était tu tiens debout, tu meurs. Et dans mon métier, c'était comme ça. Il y avait pas de peut-être non, on va non, c'était ok, tu tiens debout, c'est bien. Tu tiens pas debout, dégage. Et il y avait que et c'est dommage parce que moi j'ai vu dans ma carrière beaucoup de talents
arrêté le métier parce que peut-être qu'ils avaient du talent, mais ils avaient pas forcément la force physique pour tenir autant. Ou mental aussi, peut-être. Au mental, ouais, mais surtout c'était aussi physique parce qu'après, entre le physique et le mental, c'est comme les sportifs de grand niveau. Hein. Les deux, ils jouent vraiment en même façon. Et parfois, on perdait des talents, on perdait vraiment des vrais gars, des vrais chefs parce qu'ils n'avaient pas le physique et le mental pour tenir 18 heures. Et peut-être que d'une certaine manière aussi, les conneries que tu as pu faire, entre guillemets, mécaniques à côté, c'est ce qui t'a aussi permis d'avoir cette soupape de décompression. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est sûr parce qu'après, moi j'ai décompressé tout le week-end et après moi j'étais justement, j'ai toujours eu un mental qui était assez fort parce que j'ai eu un entraînement assez important. Déjà l'effet d'être à Londres, déjà l'effet d'être le seul italien dans la cuisine d'anglais. J'ai quand même dû en bover plutôt pas mal et déjà du coup j'étais plutôt entraîné, mais l'effort physique et l'effort mental étaient très importants. Les challenges tous les jours, on travaillait dans un restaurant qui était rempli midi, soir, tous les jours pendant 5 jours par semaine avec un taux de remplissage à 100%, 3 mois à l'avance. C'était vraiment c'était comme aller à faire la guerre. On savait pas, les lundis on savait pas qui allait pas à venir au travail parce qu'on perdait presque tous les week-ends des gars qui justement ils pouvaient plus. C'était vraiment, mais en même temps je pense que c'était une époque quand même j'ai eu la chance de vivre, peut-être pas la chance, mais je suis passé par là, je suis sorti gagnant, j'ai appris qu'est-ce qu'il fallait apprendre, j'ai pris qu'est-ce qu'il y avait de positif, et aujourd'hui dans ma carrière j'essaie justement de dégager tout ce que c'était pas juste pour moi à l'époque, fait que il y a eu un switch dans ma carrière et aujourd'hui j'ai un recul et je peux comprendre qu'est-ce qu'il faut changer dans la façon d'un chef, de gérer son équipe. Justement, je veux pas que mes équipes puissent vivre qu'est-ce que moi j'ai vécu à l'époque. Ouais, tu veux les protéger de ça parce que justement tu sais ce que c'est. Je vais les protéger, mais je vais protéger moi et j'ai plus envie de vivre ou de travailler comme ça parce que le monde justement a progressé et je comprends pas aujourd'hui les gens encore. C'est vrai on a des anciens chefs ils disent toujours oh là là, c'est plus comme c'était avant. Les jeunes ils sont plus comme c'était avant. Oui, bien sûr qu'ils c'est plus comme c'était avant, mais parce que les mondes entiers il est plus comme c'était avant. Alors on peut pas continuer à vouloir vivre et avancer si on s'accroche trop au passé. À bout de moment, il faut tourner page et il faut se dire, ok, les choses ont changé. Les gars, la nouvelle génération, ils ont plus la même façon de réfléchir que nous on avait à l'époque, mais c'est plutôt normal parce que du coup, moi, je suis heureux qu'on est sorti de cette mentalité justement des brutales. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien faire notre travail, on peut avoir des passions, mais on n'a pas besoin de sacrifier notre vie entière pour ça. Pour revenir un petit peu sur les autos et les motos, tu as eu la chance aussi de rouler avec Gordon Ramsay, enfin de rouler même ses voitures. Je voulais beaucoup avec ses voitures parce que du coup, il savait que j'étais très passionné. Alors, parfois, plusieurs fois dans l'année, déjà lui, il commençait à avoir un succès assez important. Et plusieurs fois dans l'année, il m'a prêté ses voitures. Pour justement les week-ends, quand je partais j'avais déjà Grete à l'époque, ma femme qui est arrivée les dernières, je pense que 3 ans de ma vie à Londres. Et du coup, il m'a prêté voiture, il m'a prêté ses Jaguar à l'époque. Après, je me rappelle, une des plus belles voitures qu'il m'a prêté, c'est un Audi S8. Qui déjà c'était un fusée à l'époque, je me rappelle avec Greta et encore une fois là j'ai lâché tout parce que je me rappelle en roulant à 270 sous l'autoroute et Greta était en train de se maquiller parce que déjà à l'époque c'était une voiture géniale et je disais Greta, tu te rends compte de la vitesse? Non, tranquille, c'est maquillé tranquillement, mais déjà c'était des très belles voitures. En plus lui il a toujours eu ses passions. Et aujourd'hui, je pense qu'il a un garage qui est plutôt hallucinant. C'est avec lui on a essayé la première fois la Bugatti Veyron quand elle sortait à l'époque. Je pense qu'on part de à peu près 15 ans. C'est ça, même un peu plus, je crois maintenant. Ouais, peut-être 16-17. C'était à l'époque justement que lui, il avait déjà ses 430 Scuderia. Il avait ça à l'époque et justement on a pris sa Scuderia pour aller à un circuit
à 30 km de Londres, et justement pour faire les essais de la nouvelle Bugatti. À l'époque, c'est une voiture... C'était un extraterrestre à l'époque. Extraterrestre, hein, les gens... C'était... Nous, moi, je suis monté à côté d'un pilote. Lui, Gordon Ramsay, du coup, il a conduit. Et moi, je montais à l'époque. C'était pas une voiture... Il n'y avait rien. Il y avait pas en référence par rapport à ces voitures. C'était... je pense que la violence de cette voiture, elle était tellement importante qui est moi je m'appelle encore, hein, soit 1 kilomètre ligne droite. Les pilotes, ils me posent la question 2 fois, me disent est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ok, je suis prêt, attaque. Et pendant 1 kilomètre, ils foncent déjà à une vitesse stratosphérique. Et à la fin du kilomètre, il me dit maintenant on freine. Est-ce que tu es prêt? Et vas-y, le mec, il lève les mains du volant. Il touche pas le volant, il appuie sous les freins. Et je pense que la voiture, j'ai senti mes petites noisettes monter jusqu'à ma gorge parce qu'il a arrêté la voiture en espace même pas de 200 mètres et sans toucher le volant. Et moi, c'est quelque chose que ça t'a marqué plus que l'accélération, presque. Ça m'a marqué de façon atomique parce que jamais vu, mais même en voiture aujourd'hui, même une voiture moderne aujourd'hui, moi j'ai peur de faire ça. Et là, sans toucher le volant, il a arrêté la voiture en quelques mètres. C'était absolument extraordinaire, avec une vitesse je pense qu'on était à presque 290 et 300. Hallucinant. Et l'accélération, c'était monstrueuse. C'est pas combien de cylindres. On est à 16 cylindres, je pense. On est à des chevaux qui est hallucinant. Et le grip, l'élégance de la voiture, la beauté, parce que à la base c'est une belle voiture, elle est élégante, et quand tu roules en automatique, on dirait pas qu'il y a autant c'est facile, quoi. C'est facile, et on dirait pas qu'il y a autant de rage à l'intérieur de ces voitures, parce que elle est hyper élégante. Par contre, quand tu accélères, ça devient un monstre. Et c'était, je pense qu'une des expériences qui m'a marqué plus de ma vie, c'est cette Veyron, c'était juste hallucinant. Après, j'avais eu des autres expériences sur circuit, mais là, du coup, c'était vraiment ma première vraie, mon baptême haute vitesse. C'était hallucinant. Bah déjà, avoir eu la chance de rouler dans une Veyron à ce moment-là, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'était extraordinaire. Pour quelqu'un qui avait déjà avait à l'époque un grand poster de la Bugatti. J'avais la Bugatti, la B110. Ouais. EB110, EB110 et à côté j'avais un petit j'avais justement la Diablo que je conduis aussi. Et tu l'as conduit quand, la Diablo? J'ai conduit je pense qu'il y a une dizaine d'années, il y a une douzaine d'années. Je connais un client qui n'avait une, et jusqu'à moi il m'a dit vas-y, essaye. Et c'est forcément c'est là justement qu'il faut se dire certaines voitures, il doit rester des mythes. Ouais. Est-ce que tu as été déçu? J'étais hyper déçu parce qu'en fait, la voiture, c'est une quiche. C'est inconduisible. C'est juste qu'on la regarde et elle est tellement belle, elle est tellement fascinante, elle est tellement élégante. Par contre, tu n'as jamais essayé de faire marche arrière avec? C'est pas possible. On peut pas faire marche arrière avec une Diablo. C'est pas possible. Il faut ouvrir la porte, il faut regarder arrière, il faut être penché à moitié dehors de la voiture. Mais la voiture, certains diront que c'est ce qui fait son charme aussi, tu vois. Exactement. Parce que justement, c'est l'enfer à conduire. Inconduisible. Mais comme beaucoup des autres voitures que j'ai conduites après, comme des vieilles Ferrari, c'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément un hyper passionné des vieilles voitures. Je les adore, je les aime. Je trouve qu'ils sont une élégance. Les vieilles Mercedes 300 LS avec les portes à papillotes, je trouve qu'il y a une élégance à ces voitures dingue. Par contre, vu comme j'aime la pointure de la précision de la voiture moderne, je trouve pas mon plaisir à les conduire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que j'ai derrière, tu as une voiture qui est tellement élégante, mais à côté, tu peux avoir un Peugeot 208 aujourd'hui il a plus d'efficacité que ta vieille voiture. Après, encore une fois, peut-être que j'ai pas encore passé le cap. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, je trouverai mon bonheur à conduire une vieille voiture. C'est pas le cas aujourd'hui encore. C'est aussi peut-être du fait que tu as une vie encore à 100 à l'heure. Donc, oui. Je suis pas assez calme encore, pas assez posé. C'est ça. Mais on reviendra un peu sur ton garage actuel. Là, à ce moment-là, tu fais une transition. Tu retournes en France pour justement prendre la charge d'un restaurant de Gordon Ramsay, mais en France, le Trianon Palace. Tout à fait.
Et à ce moment-là, tu t'achètes aussi ta première voiture. Je m'achète ma première voiture. Enfin, ta ma première première voiture, non, première sportive, vraie sportive. vraie sportive. C'est compliqué d'appeler une vraie voiture parce que c'est pas forcément une vraie voiture. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est une Lotus Exige 260, une bombe atomique. C'était un rêve. C'était il y a tellement inconfortable, mais tellement joyeuse. Moi, je venais jusqu'en Italie avec. Je faisais 1200 km. C'est complètement cinglé d'ailleurs. Comme dingue, parce que c'est impossible à rouler avec. J'avais une lombaire, une ceinture qui est des 25 cm autour de mon dos parce que ça te fracasse les dos. C'est tellement dur et tellement rare au sol, tellement efficace, tellement carte. C'est un carte. T'as des vraies sensations, mais dès que tu dépasses les 80 km, tu peux plus parler à la personne à côté de toi. Musique, ça sert à rien parce que dès que tu dépasses les 80 km, tu n'entends plus musique. J'ai réussi à d'amener ma femme une fois en Italie, pas la deuxième. Parce que la deuxième, elle était bien gentille de me dire, écoute Simone, tu sais quoi, moi je vais prendre mon avion, et toi tu fais qu'est-ce que tu veux avec ta voiture. Mais et en plus, elle était à la 260, on pouvait enlever les toits. Il y avait le petit toit. C'était un hardtop, c'est ça? Un hardtop, oui. On ne pouvait pas garder, justement, là tu prenais des vis parce que si tu partais sans toit mais il pleuvait, là tu prenais jusque de la flotte. Mais on pouvait enlever les petits toits très facilement, le hardtop, et c'était génial parce qu'on avait la voiture est belle, en plus elle est belle. C'est ça qui est super belle. Je pense qu'après, là tous ils se sont un peu perdus dans leur chemin et ils ont commencé à faire des voitures un peu inutiles. Mais je pense que l'ADN de cette voiture-là, c'était vraiment génial. Avec Light is right. Donc vraiment Light is right. La précision elle est vraiment précise. On pouvait la mettre en glisse, on pouvait faire des départs. On faisait des départs des dingues. En plus, encore boîte manuelle, des vraies voitures. Vraiment, une vraie conduite. Je l'ai amené quelques fois en circuit. Encore une fois, voiture qui ne souffre pas les circuits. Parce que légère, ouais. Légère. Du coup, on ne défonce pas en voiture entière aujourd'hui, soit en circuit. Chose que, encore une fois, beaucoup de constructeurs, comme tous les constructeurs, ils se sont mis au jeu. Aujourd'hui, on fait des super voitures de sport, mais compliquées à conduire sur un circuit. Parce que, justement, avec un poids conséquent, et qui dit poids dit trop de contraintes. Trop de contraintes, les plaquettes, les freins, les pneus et tout s'abîme assez rapidement. Si aujourd'hui, moi je fais beaucoup de conduite avec un go-kart, avec un kart, un KZ 125 à boîte, et c'est une petite bête elle pèse 80 kilos, mais on a tellement de puissance qu'en fait on s'amuse vraiment beaucoup. Mais en tout cas, j'ai adoré ma Lotus jusqu'au moment que ma femme est tombée enceinte. Et alors, elle me dit, je te laisse les choix, mais il n'y a pas le choix. Du coup, elle ne pouvait plus rentrer en voiture. Elle ne voulait pas que ton enfant aussi, trois yeux peut-être? Oui, 3 yeux et 2 jambes. C'est pour ça qu'on a décidé jusqu'à moi de passer sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors, je me rappelle, parce qu'à l'époque, je travaillais justement avec Gordon. J'ai utilisé tous les bénéfices justement de la société. Donc là, à ce moment-là, le Trianon a déjà une étoile ou pas? On n'avait pas d'étoile. Je suis arrivé et avant de vendre la Lotus, on est passé de 0 étoile à 2 étoiles d'un coup. Ah, ok, d'accord. On a eu 2 étoiles en 2009. Et en 2009, justement, c'était l'époque qui mon fils, c'était l'année de Cesare, et justement qui est arrivé. Et j'ai fait mon dernier voyage avec ma Lotus pour monter au nord de l'Angleterre et aller chercher ma nouvelle voiture, que c'était justement ma première BM M3, magnifique. E92, c'est ça? E92, V8, génial, confortable, belle voiture. Moi, je trouve que même aujourd'hui encore, c'est une très belle voiture. Je la trouve très belle aussi. Très belle voiture, très élégant. Les petits capots un peu bombés, les ventilations. En plus, moi, j'avais changé les grilles à l'avant. Je vais tout peindre de la même couleur, tout était blanc. C'était vraiment génial. Très, très belle voiture. Je vais bien sûr modifier la ligne. Avec un copain qui fait des préparations des voitures, s'appelle Lionel. On le salue s'il écoute ce podcast. Ouais, Lionel, génie de la mécanique. Il m'avait mis une ligne complète en inox. Oh là.
ça m'a coûté quelques rayures sous la porte parce que justement, j'avais pas de garage à l'époque. J'ai gardé la voiture dans la rue. J'ai commencé à travailler. J'ai démarré ma journée très tôt. Et Tu réveillais un peu le quartier. à 6h30, quand on allumait la petite M3, les premiers 30 secondes, je pense que ça faisait trembler les vitres au 6e étage. Et c'était quelque chose d'impressionnant. Les bruits que cette ligne faisait, c'était dingue. Moi, j'adorais tellement la voiture, tellement belle, élégante, vraie voiture. Déjà, quand on touche l'Allemagne, après, on s'est dit, waouh, ils savent faire. Et j'ai gardé cette voiture pendant quelques années. J'ai fait quand même une bonne 60, presque 80 000 km avec, mais parce que j'ai fait quand même beaucoup des allers-retours aussi en Italie. J'étais très heureux de cette voiture. Jusqu'au moment, et là, malheureusement, j'ai découvert une voiture qui était un peu plus performante que ma M3 parce que bien sûr, je me suis entouré, même à Paris, même en France, ici, je me suis entouré beaucoup de copains qui sont dans l'automobile, qui sont dans la mécanique parce que j'adorais ça. Et un de mes copains avait un garage de réparation et il était en train de réparer un Nissan GT-R. Deuxième génération. Là, on part du l'année 2007, 2008, 2012. 2012. Entre-temps, tu m'avais expliqué aussi que tu avais été un peu ambassadeur de Ferrari. Tu as vu quelques Ferrari? Oui, Ferrari, c'était sympa parce que du coup, avec eux, j'étais en relation avec l'attaché presse de Ferrari et j'ai eu la chance de conduire quelques petites 488, 405, non, à l'époque, c'était encore 430, 430 Spider, 458 après, 458 Spider. Speciale aussi? La Speciale, alors je garde un souvenir de dingue parce que, wow. Voiture de ouf. Ouais, voiture de ouf. Je pense que là, c'était un des derniers moteurs atmosphérique. Ouais. Atmosphérique. Un vrai V8. Du coup, ça faisait un peu de bruit. Après, ça hurlait. Après, moi, je pense que l'hurlement, ça devient une chante. Mais génial. Après, encore une fois, aujourd'hui, un 1558 Speciale, il y a un saut de technologie qui a été fait en 10 ans, qui est quand même dingue. Aujourd'hui, un 488, c'est tellement plus performant, on a tellement plus de freins, tellement plus de trains avant. Mais à l'époque, c'était une voiture de dingue. Et aujourd'hui, je pense que ça reste aussi une voiture de dingue. Mais la voiture, elle a évolué tellement waouh, c'est en 20 ans, je pense que il y a eu tellement de changements de performance au niveau de sécurité, c'est dingue l'évolution. Surtout que quelqu'un qui est un peu passionné dedans, waouh, c'est conduire une voiture qui a 30 ans. Oui, ça reste une belle émotion, mais ça n'a rien à voir avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Et puis tu en parlais tout à l'heure, mais c'est là où tu commences aussi le kart Rotax. Oui, j'ai commencé à faire du Rotax à l'époque, justement à Angerville. J'ai mon premier Rotax et j'avais un copain, justement, Michael, passionné des cartes et du coup j'ai stocké les cartes chez lui et on faisait des cartes assez souvent et on était 2 ou 3, 4, on faisait des courses, on faisait des bagarres, on s'est tapé, on s'est défoncé sous le circuit, on était les meilleurs potes, mais dès qu'on montait en piste on était prêts à se tuer un que l'autre pour justement arriver en premier. C'est donc lui, il était fort, hein, je crois qu'il était, il est très fort, champion du monde de KZ. Il y avait un copain qui voulait, il était un vice-champion de KZ à l'époque. Du coup, ça roulait fort, quoi. Un gros coup volant et ça roulait très fort. Rotax, c'est très important parce que pour qui a fait du kart, ça affine énormément la conduite sur route parce qu'on anticipe beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses. On comprend vraiment les reflets de la voiture parce que là, du coup, on est sur une petite voiture qui a 0 assistance. C'est-à-dire que si on freine et on bloque les roues, on sait qu'à bout d'un moment, c'est mieux relâcher les freins pour reprendre de l'adhérence qui continue à freiner et s'est planté contre un mur. Tu sens, tu as vraiment la conséquence de tes actes qui est directe. Exactement, ouais. Et en fait, on comprend, on s'affine beaucoup plus en conduite, même sur route, en roulant sur circuit, parce qu'on comprend un petit peu justement le comportement d'une petite voiture, mais d'une grande voiture. Et on comprend justement, chose qui est un peu bizarre à dire, mais on comprend à utiliser nos fesses un peu plus, parce que on sait bien qu'un pilote, c'est la moitié, c'est le cerveau, c'est les volants, c'est les yeux, mais c'est les fesses beaucoup.
Parce que c'est à partir de les fesses qu'on sent le comportement de la voiture. On sent justement qu'est-ce qui se passe dans notre train à l'arrière. Et c'est à partir de là que justement on commence à sentir est-ce que la voiture elle est en train de glisser, est-ce qu'elle est en train de perdre d'avance. Et c'est marrant comme nos fesses, justement, elles peuvent nous indiquer beaucoup de choses. C'est marrant de dire, mais c'est un peu le cas, ouais. Et donc, pour revenir à cette Nissan GT-R, tu l'essayes sur circuit? Bah non, d'abord, je l'essaye justement. Mon copain qui avait cette licence GT-R dans le garage, il me dit écoute, le propriétaire, je connais bien, c'est un copain. Il m'a dit que si vous voulez faire un tour, je pourrais le faire. Je t'emmène à faire un tour. Et lui, c'est propriétaire du garage. C'était lui, justement, vice-champion du monde en kart. Ok. Et il m'amène à faire un tour. Un peu déstabilisant parce que, bon, seulement pour vous faire un résumé, une semaine après, 15 jours après, je prends ma BM, je la mets en vente, je vends ma BM et un mois derrière, je m'achète ma première GT-R. Ça t'a retourné le cerveau. Tellement que c'était waouh. À l'époque, vraiment, c'était déjà la GT-R en deuxième génération et il y avait une différence. Mais tellement hallucinante, des grippes, des tenues de route, des violences. Parce qu'à l'époque, c'était la voiture que tout le monde voulait. Alors, Godzilla, c'était aujourd'hui, je pense qu'elle a perdu beaucoup de son charme. Et il y a beaucoup d'autres voitures qui roulent autant vite, mais à l'époque, c'était une voiture qui coûtait 80 000 et qui roulait aussi vite. C'était une voiture qui coûtait 200-250. À l'époque, c'était la différence, c'était vraiment flagrante. On avait une voiture qui avait une accélération 0 à 100 3 secondes 2, 3 secondes 4. C'était hallucinant. C'était des Porsche 900 GT3. C'était vraiment des dingues. Une 4 motrices. Elle avait du coffre. De la place. 4 places. Moi, je suis parti avec en Italie, j'avais des enfants. C'était ça buvait comme une centrale nucléaire. Moi, je m'appelle qu'en faisant les routes de chez moi, elle avait une consommation de 80 au 100. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et sur circuit, parce qu'on a fait du circuit on a fait Spa, on a fait Le Mans, on a fait beaucoup de circuits. En circuit, et la voiture, elle faisait 100 au 100. 1 litre, 1 kilomètre. Oh la vache. Je sais parce que c'est pas compliqué. Je faisais 280 km dans le week-end et je faisais 280 litres d'essence. C'était dingue. Mais la voiture hallucinante avec un grip de dingue. C'était vraiment. Je me rappelle quand je roulais au Spa avec le Redillon avec la GT-R. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Après, on a eu la chance d'aller aussi. À faire le Nürburgring. On a roulé avec le Nürburgring. J'ai roulé. J'ai toujours eu un peu l'envie de justement de me faire copain des pilotes pour justement pouvoir sortir avec eux. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait 2-3 pilotes test qui nous parce que c'était le lancement de la Nismo. Mm-hmm. Et donc la version radicale de la GT-R. La version radicale GT-R. Ils avaient privatisé les circuits de Nürburgring. Il y avait 80 GT-R qui étaient venus, justement 80 clients qui étaient venus essayer la Nismo. Et il y avait un mec qui s'appelle Michael Krohn, qui est justement, il a beaucoup fait son succès en Japon, et c'est lui qui a fait les récup du circuit avec la Nissan Nismo. Okay. Il y avait 3 pilotes sous le coup, il y avait 3 voitures, et c'est lui qui avait fait les récup du circuit, qui à l'époque c'était de 6 minutes et c'était 6 minutes et quelques secondes. C'était vraiment un truc de dingue. Vraiment, il avait fait un inimaginable pour une. Pardon, 7 minutes. 7 minutes et 6 secondes. Ok. Et déjà, c'est Nürburgring, c'est dingue à l'époque. Et maintenant. Sachant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures encore qui sont en dessous des 7 minutes. 7 minutes, oui. Il y a les GT2 RS, il y a très très peu de voitures qui sont sub 7 minutes, il y en a très peu. Et lui, justement, il avait fait la récup du circuit en 7 minutes 6. Et c'est un gars qui a à peu près mon âge, un peu plus, qui roulait avec Michael Schumacher à l'époque, de la Formule 3, un vrai coup de volant. Et du coup, on est sortis les soirs, on a bu quelques bières ensemble, on était tous ensemble, il m'a parlé beaucoup, j'ai laissé parler parce que moi l'écouter, c'est dingue comment il parle justement de la conduite. Lui, il est né à 4 km du Nürburgring. Ok. Il connaît chaque boss, chaque vibreur, tout. Et c'est vraiment, il connaît les circuits comme il connaît sa main.
Et avant de monter de la voiture justement avec lui, avec la Nismo, j'ai dit, dis, vas-y, maintenant c'est là qu'il faut que tu me montres la taille de tes couilles. Et le mec il dit, oh, t'inquiète, monte. Ah vache. Je pense que je suis parti dans une folie d'euphorie. Je pense que j'ai dû rigoler pendant 6-5 minutes. Je ne pouvais pas arrêter de rigoler, tellement que c'est allé vite. Et tellement, parce que bon, je te jure, j'ai la chair d'épaule juste en parler. C'est hallucinant. Les circuits, parce que bon, il y a la première partie très technique. Du coup, les mecs, ils passent en vitesse de la virage. Je dis, mais non, mais là, je pense qu'on pouvait mourir sur le virage. Mais il a tellement confiance dans la voiture. On sent vraiment qu'il maîtrise la voiture et il la pousse jusqu'à 98%. Une Nismo, ce qui est extraordinaire déjà. Ouais. Et il se laisse justement ces 2% de manœuvre pour te dire au cas où. Et après, la deuxième partie du circuit, c'est la partie rapide. Qui alors là, on prend des virages à 260, 280. C'est des gros virages comme ça, que ça va tellement vite que dans ton cerveau, putain, tu dis, mais waouh, mon cerveau, il n'arrive pas à aller aussi vite. Dingue. J'en ai fait 2 tours, sachant que pour moi, te dire la vitesse, justement, on montait des pneus d'origine, 6 tours, et on changeait. Oh la vache. Déjà 6 tours, il détruit, et il y avait un 30 de gomme qui était mort. Sachant qu'un tour, c'est plus de 20 km, j'ai plus exactement. Ouais, ça fait 120 km par 30 de gomme. Il n'y a plus rien. C'est n'importe quoi. Ouais, mais le mec, vrai coup de volant, vraie confiance. Et j'ai essayé des pilotes. Après, paragonable à lui, c'était l'expérience que j'ai fait avec Stéphane Ortelli, qui m'a sorti en GT3 RS sur le circuit du Mont. Mais alors là, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment, tu te dis, mais laisse tomber, mec, t'es un astronaute. Mais j'adore justement voir, parce qu'on sait pas ce qu'on peut conduire. Après, moi, derrière, j'ai roulé avec ma Nissan GTR. Je me rappelle qu'à l'époque, je roulais vite quand même. Les premiers tours que j'ai fait, je faisais des tours en 8 minutes 20. Et qui est déjà pas mal du tout. Mais en même temps, entre 7 minutes 6 et 8 minutes 20, il y a quand même plus d'un minute. Mais c'est dingue. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du mec. Et le mec, il faisait ça, il me parlait à côté. Et la précision de la voiture, la façon qu'il pouvait amener la voiture des virages à haute vitesse. Je te jure, on était à 2,80 et on prenait des beaux virages. La séquence des gauche, droite, gauche. Je dis, mais non, mais c'est n'importe quoi, mec. Et j'avais tellement d'émotions dans mon corps que la seule chose que je pouvais faire, c'est de rigoler. T'es nerveux, quoi. T'es nerveux, le mec il me dit, mais attends, mais t'es parti fou. Mais j'ai dit, mais non, vas-y, j'en peux plus, je vais rigoler. Et je me rappelle que après, avec ma voiture, on a fait la pause déjeuner et je suis parti avec mon copain parce qu'à côté, pilote, c'est une chose. Passager, neighboring, c'est pas si joli parce que t'étais défoncé à droite à gauche dans tous les coins. Et je me rappelle que j'ai fait ça avec mon copain, justement, qui est lui avec le kart. Et on a fait premier tour tranquille, deuxième tour, au bout de 4 km, il descend la vitre, il commence à m'arroser la voiture sous la droite avec les spaghettis bolognaises qu'il avait mangé. En plus, il me dit arrête. Et je me dis, mais putain, n'importe quoi, je veux que je m'arrête où? On est sur un circuit, puis on va se faire tuer par un homme mec qui arrive. Et du coup, j'étais obligé à conduire un ralenti, 18 km, avec un mec avec la tête dehors de la vitre, parce qu'il m'avait complètement nettoyé la voiture avec les spaghettis bolognaises. Mais on est arrivé justement au restaurant et les gens ils rigolaient et me disaient, ouais, mais t'inquiète, c'est pas le premier. Parce qu'il y avait justement un seau avec un côté pour nettoyer la voiture, parce qu'il me toquait service souvent. Parce que justement, c'est un circuit qui t'a fait gerber énormément. Et pour te dire, Fabio Quartararo, il est en pole position. Bonne nouvelle. Sérieux, il a réussi ça, incroyable. Parce qu'on est en train de regarder un peu le GP en même temps. On adore. En pole position. C'est hallucinant. Après, son opération, c'est n'importe quoi. Il fait la pole pour demain, du coup, grand champion. Trop fort. Grand mec. Et du coup, c'était marrant parce que franchement, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe avec ces circuits de dingue, parce que c'est un circuit mythique, on sente la même passion que moi j'ai pour la voiture. Tout le monde là-bas a la même passion. Même la personne qui nous amène en bus
les matins avec un circuit mouillé, on est 50 dans le bus, même lui, il fonce avec son bus et j'ai l'impression qu'il va s'écraser avec. Mais parce que tout le monde vit et respire ses passions de la voiture. Après, j'ai eu la chance justement de faire pas mal de circuits avec, de faire Spa, un circuit mythique. C'est un des circuits que je préfère parce que du coup, c'est vallonné, ça monte, ça descend. Quand on regarde ça, on ne dirait pas, mais c'est pas un circuit tout plat. Il y a le raidillon, on n'a pas l'impression qu'il est ça, mais quand on le voit, c'est un mur, ça monte, je sais pas, avec une pente de dingue. Spa, c'est hallucinant. Moi, j'ai adoré. Depuis que je suis en France, j'ai fait justement les 24 heures du Spa du Mans chaque fois. J'ai rencontré beaucoup de pilotes. Patrick Pitt. Tu as travaillé pour la CO, c'est ça? J'ai travaillé pour la CO, j'ai fait des dîners pour eux. Du coup, je connais beaucoup de pilotes qui participent aux 24 heures du Mans. Beaucoup de pilotes, c'est devenu des amis, c'est des clients, c'est des propriétaires d'écuries. C'est après quelques années, justement, parce que j'avais une voiture et on n'avait pas encore ces garages. Et moi, ça m'énervait garder la voiture trop longtemps à l'extérieur. Et du coup, à bout de moment, je me suis séparé de mon GTR parce que je trouvais un gars qui... Ça, c'est super drôle comme histoire Ouais. aussi, parce que t'hésitais à t'en séparer tellement t'aimais cette voiture. Je voulais pas la vendre. Je voulais pas la vendre. En plus, j'avais fait un covering blanc que c'était génial. J'avais des ailerons d'appui. La voiture, elle était modifiée à 650 chevaux. La voiture, je l'ai achetée. Elle avait 2000 km. Et à l'époque, il avait 55 000 km. Ce qui est beaucoup pour une voiture. Beaucoup pour une voiture. Et le gars, il a vu ma voiture, m'a dit... moi, je voulais pas la vendre. Et j'ai mis un prix, j'ai dit, attends, il ne peut pas l'acheter à ces prix-là. Hein. Je pense que c'était 58 ou un truc comme ça. Et, il me dit, la personne, il a acheté la voiture, il a acheté la voiture plus cher de ce que moi j'avais acheté. Parce qu'il voulait absolument ça. Il voulait absolument cette voiture parce qu'il a trouvé ça génial, avec les coverings un peu blancs, nacrés. C'était génial, c'était vraiment très joli, c'était vraiment très bien fait. Et alors, en plus, c'était une époque où j'avais pas le temps forcément de rouler beaucoup avec parce que je roulais en kart les week-ends, j'avais un travail qui m'occupait assez. Et je me suis séparé de ma voiture. Et pendant un an, j'ai un petit peu stagné avec des voitures. Bon, j'avais une Evoque justement pour la famille parce que c'était... Qu'est-ce que t'en as pensé de cette Evoque? Au-delà du design qui est joli. Comment dire, l'Evoque, mécaniquement, c'est la pire voiture que j'ai pu conduire dans ma vie. Je ne sais pas comment. Ils ont pu réussir une voiture tellement dans l'esthétique et s'est trompé tellement dans la mécanique. Mais encore une fois, le problème et la réussite de ces voitures, que la plupart des gens qui achètent une voiture pareille ne vont pas chercher aucune performance. Du coup, c'est pas gênant si la voiture elle freine pas, si la voiture elle accélère pas, si on a une boîte mécanique automatique qui est d'une lenteur que je pense que c'est hallucinant les temps qu'elle prend à changer de vitesse, chose qui est assez dangereuse parce que les temps de réaction même du Fiat Cinquecento est 2 fois plus rapide que la boîte d'embrayage que la boîte de vitesse de ces voitures. C'est hallucinant. Tu m'avais dit une phrase assez marrante au téléphone quand on préparait l'épisode. Tu m'avais dit que ta grand-mère aurait le temps de se lever, d'aller aux toilettes et de revenir avant qu'une vitesse se passe. Oui, mais justement, c'était hallucinant. Mais surtout, même au départ du feu, il fallait bien, là, aujourd'hui, c'est autre chose, parce qu'aujourd'hui, j'ai conduit un vaisseau spatial. Mais à l'époque, il fallait bien prévoir que s'il y avait une voiture qui arrivait, il fallait bien penser qu'avant que la voiture, des moments que tu accélères et un moment que la voiture accélérait, il y avait quand même un décalage de 1 ou 2 secondes. Chose que j'ai jamais compris. Hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Bon, bref. En tout cas, la voiture, elle a quand même pas bien fini parce que elle a fini, même aussi, elle a un peu brûlé. Mais là, c'est pas ta faute, par contre. Non, c'est pas ma faute. Là, il y a un petit problème mécanique. En fait, une mauvaise réparation. Mais en tout cas, la voiture, elle a quand même bien brûlé à bout de 2-3 ans. Mais c'était un moment qu'on voulait se séparer. Et on savait pas comment faire. Bah, t'as trouvé la solution là. Et on a trouvé la solution. Entre-temps, on a eu la chance aussi justement de toujours garder vivant ma passion pour la voiture. J'étais pendant un an ambassadeur d'Infiniti avec les 4x4 qu'ils avaient, l'Infiniti qu'ils avaient sorti, les gros 4x4. C'était vraiment assez sympa. J'ai eu l'occasion justement
Et parce que Infiniti à l'époque était partenariat avec. Mercedes? Non, ils n'étaient pas avec Mercedes, ils étaient avec Red Bull. Ah oui, non, je pensais aux moteurs, parce que c'était des moteurs Mercedes. Oui, je crois, c'était si je dis pas de moteur bêtises. Mercedes. Oui, t'as raison. Oui, oui. Mais ils étaient. C'était le motoriste de Red Bull en F1, c'est ça? Exactement. Ouais. Du coup, là, en étant ambassadeur, j'ai eu le droit d'aller regarder quelques grands prix, de rentrer dans les box, etc. C'était vachement sympa. J'ai une super voiture qui est à eau, reproduction de la voiture de Mark Webber à l'époque, en miniature, mais les vraies miniatures vraiment géniales. Bellissima, extraordinaire. Et non, c'était en plus, je pouvais nourrir justement ma passion à travers ma cuisine parce qu'on faisait des dîners avec, on invitait des clients. C'est vraiment, j'ai toujours essayé justement de garder la passion vivante à travers ma voiture. Je me rappelle qu'à l'époque, même avec la Nissan GT-R, c'est quelque chose que je t'avais dit, c'était un challenge avec Romain Grosjean et Richard Mille. On avait fait cuire un bout de saumon directement sous le capot de la GT-R. Parce que je me suis rendu compte que la GT-R est chauffée tellement que les moteurs, il arrivait à garder une température de 55 et 60 degrés si on gardait la voiture justement à une vitesse constante. 3000, 4000, à maximum 3000 tours. Ouais. Et on avait justement préparé, on avait fait un reportage sur un magazine qui s'appelle Monsieur, à l'époque, 6 pages, parce qu'on avait fait un dîner champêtre avec des produits qui étaient justement cuisinés avec ma voiture. Sachant que Romain Grosjean est un passionné de cuisine. Donc, Exactement, c'est pour ça qu'il était invité. En plus, il était passionné de cuisine et ambassadeur Richard Mille. Et moi, j'avais rencontré Richard Mille à l'époque et on s'est dit, tiens, tu sais quoi, je suis capable de faire un repas complet sur un GT-R. Il me dit, c'est pas possible. Allez, vas-y. Et on avait fait un super reportage avec, on avait fait un 5-6 pages. On avait justement fait cuire des choses directement sous le capot de la voiture. Et j'avais amené justement Romain Grosjean avec moi. Et c'était marrant l'expérience. Mais encore une fois, comme quoi la gastronomie peut justement bien vivre avec justement l'univers de l'automobile. Et quoi d'autre à l'époque, une fois que justement la GT-R elle était partie, l'Evoque était partie, et on s'était dit, et après, ça fait que justement en question d'amitié, la personne qui s'occupait de la DIRCOM, le DIRCOM justement d'Infiniti est partie à travailler chez Porsche. Et c'est à partir de là qu'on a commencé justement à faire amitié justement avec Porsche et Porsche France. On a commencé justement à avoir les premiers contacts, justement à avoir les premiers échanges, les premières voitures qui étaient prêtées pour justement toujours, sachant que Porsche, moi j'ai toujours kiffé parce que c'est quand même... c'est mythique. Ouais. C'est mythique. Et à savoir que il y a 2 fois plus de Porsche qui sont vendus en Italie qui sont vendus en France. Ah ouais? L'Italie est très porschiste. C'est le 2e marché en Europe, plus important après l'Allemagne. Ok. Il y a bien sûr l'Angleterre. Oui, forcément. Il y a Allemagne, Angleterre, Italie. Et pareil comme et en France, sachant que si on doit regarder, en France, on vend environ 6 000, 7 000 voitures par an. Toute gamme confondue? Toute gamme confondue. En Italie, on dépasse les 10 000. On est entre 10, 11, 12 000 peut-être des fois. C'est parce que vraiment, on est très porschiste, très, très porschiste. Et surtout, les anciens, on les adore. Moi, je m'appelle à l'époque, moi, je vivais dans une zone, une partie de l'Italie très industrialisée, du coup très riche. La Lombardie. Hein. La Lombardie. Et pour ça qu'on avait les voitures qu'on voyait plus. GT3, RS, GT3 et Lancia Delta Integrale, HF et Integrale. C'était les 3 voitures. Si tu avais de l'argent, tu avais ces 3 voitures-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, les GT3 RS, c'était vraiment avec les grands écritures à côté, GT3 RS marqué, les ailerons des dingues qui est interminable. Et c'était vraiment la voiture qu'il fallait avoir. Et après, en plus, je m'appelle un de mes copains, ils avaient les anciens 911, justement, qui a 15 ans, 20 ans, qui déjà à l'époque, c'était des voitures super performantes, 4 roues motrices, vraiment, avec des très belles lignes, parce que il faut se dire aussi qu'il n'y a pas eu une voiture comme la 911 qui a duré dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre une 911 qui a 40 ans, elle est presque aussi belle qui est une nouvelle d'aujourd'hui. Il y a juste la génération de la 996, tu te souviens, qui a fait débat.
Exactement, ouais. Maintenant, elle revient en Côte d'Amour. Exactement. Moi, je la trouve belle personnellement, mais Moi, je trouve pas, je trouve aussi belle, mais moi, je pense qu'il n'y a pas un paragon aujourd'hui par rapport à même parce que même Ferrari, ouais. Elles ont tellement, il n'y a pas une voiture iconique le côté intemporel que tu te dis bah ça c'était comme ça il y a 30 ans 40 ans. Là du coup on voit vraiment une voiture qui a développé dans le temps et toujours meilleur, est toujours plus performant, est toujours plus sûr. C'est vraiment dingue comme ils ont. Et chaque fois, on s'est dit, là, du coup, je conduis la dernière 292 il n'y a pas très longtemps. La voiture, elle est extraordinaire. Et on s'est dit, comment ils arrivent à faire encore mieux, comment ils arrivent à la stabiliser encore plus, comment ils arrivent justement à faire encore plus avec une voiture qui, à la base, et tout le monde se foutait la gueule, disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre, qu'est-ce que tu vas mettre un moteur à l'arrière? C'est pas possible. Tu peux pas mettre un moteur à l'arrière et espérer que ça marche. Et avoir une traction, tu vois, c'est dingue. Chose qu'ils ont quand même réussi à faire. Et du coup, là, après, on cherchait justement une voiture confortable pour la famille. Et sachant que c'est ma nouvelle, entre guillemets, ma nouvelle troisième vie, parce que du coup, quand je commençais à travailler au Georges V, je me suis engagé dans un restaurant qui était beaucoup plus vert, beaucoup plus green, beaucoup plus éco-responsable. Et là, j'étais obligé de changer aussi mon image et ma position justement de voiture. Et parce qu'aujourd'hui, je dois pouvoir aussi exprimer et à travers mes passions, je dois pouvoir avoir une continuité justement de mode de vie. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre de me montrer justement tous les jours avec un GT3 RS, sachant que j'ai une conduite beaucoup plus éco-responsable. Et alors, trouver justement les voitures qui me peuvent permettre de continuer à trouver du plaisir, mais en même temps d'être assez raisonnable et raisonné dans ma façon d'être, c'était vraiment le challenge. Et c'est pour ça que la première voiture qu'on a eue pour la famille et qui était, je dirais, un bon compromis, c'était un Cayenne hybride. Aujourd'hui, donc c'est le coupé. C'est le coupé, oui, parce que bon, j'adore quand même la version coupé qui est un peu plus sportive, un peu plus élégante. Et en même temps, nous, on a justement installé un système dans la maison qu'on a acheté il y a 4 ans. On a justement mis des prises à haute tension dans le garage. En triphasé, c'est ça? En triphasé. Parce que c'est un peu la contrainte de la voiture électrique aujourd'hui que si on n'a pas un milieu familial pour la voiture, c'est un peu difficile à gérer. Si on n'a pas un garage, après on peut avoir de la place au travail comme ça, mais nous on a justement la chance qu'on a un garage. On a installé des prises, du coup charge rapide. Le Cayenne, nous on l'utilise au moins à part que quand on fait des voyages longs, on l'utilise à 70%, 80% en électrique. Parce que c'est une voiture qu'on utilise tous les jours pour emmener les enfants à l'école. On fait des voyages courts, relativement courts tout le temps. Du coup, 30 km en électrique et nous, on est tranquille. Et à côté, ça c'est pour la famille. Et à côté, bien sûr que je me suis dit, quelle voiture ça me permet justement de rester dans le green et justement, ça me permet justement de trouver des vraies sensations. Et depuis, bien sûr, depuis 2 ans maintenant, je suis ambassadeur Porsche parce que je développe des choses avec eux. On a mis en place une Porsche, une Taycan turbo pour l'hôtel, pour amener les clients avec moi au potager à Versailles. On a justement découvert et bien sûr que derrière, j'ai essayé toute la gamme, les différents GT3, GT3 RS. J'ai essayé la GT2 RS. Tu m'en as parlé de ça, ça t'a traumatisé un petit peu. Ça m'a traumatisé, mais ça m'a dit quand même quel mauvais pilote que j'étais sur ce type. C'est pas une question des mauvais pilotes, c'est que c'est une voiture qui est très punchy et très nerveuse. Très, très nerveuse et qui pardonne pas beaucoup sur le circuit. C'est-à-dire que voilà, c'est une voiture vraiment qu'il faut piloter à 100%. Et tu sais, on disait que la Carrera GT, anciennement, était une faiseuse de veuve. Exactement. Je pense que la GT2 RS, c'est la même chose. Pareil. C'est une faiseuse de veuve parce que je pense que c'est une voiture que, encore une fois, on peut laisser les assistances branchées et tout se passe plutôt bien. C'est quand on appuie sur quelques petits mauvais boutons qui on déclenche un peu des choses, que là, elle devient d'une voiture sereine à une voiture plutôt méchante.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une voiture qui, justement, prendra de plus en plus de valeur parce qu'il y en a de moins en moins sur le marché. Tous au carton. Hein. Il y en a beaucoup qui finissent à la caisse. Parce que c'est quand même des voitures, encore une fois, extraordinairement très pointueux. Comme la Carrera GT. Magnifique, mais qu'il faut vraiment piloter. Chose que moi, par exemple, je me suis senti beaucoup plus confiance avec un GT3, même avec GT3 RS. Peut-être un peu moins de puissance, parce que quand même la GT2 RS, c'est un turbo. 700 chevaux, hein, c'est ça? Ça pousse jusqu'à l'infini, c'est violent. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand je fais les tours sur les circuits du Mans, j'avais justement amené un pilote ami à moi qui justement conduit une voiture tout le temps là-bas. Et lui aussi, il avait trouvé ça plutôt assez méchante. Il m'a dit waouh, c'était vraiment. Il ne s'est pas tourné comme moi je fais en circuit, mais il n'a pas fait de tête à queue. Mais c'était quand même quelque chose que lui aussi m'a dit waouh, Simone, c'est vraiment une voiture qu'il faut vraiment tenir. Mais nous, on a kiffé, j'adorais le circuit. Mais quand je roulais sur le circuit avec la GT3 RS, j'ai trouvé une voiture un peu plus familiale, un peu moins hostile. Parce que moteur puissance un peu plus petite, moins de 500 chevaux, un aspiré, c'était plus version go-kart. Là, c'était un gros Godzilla sauvage. Ceci dit, ça revient, tu sais, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les voitures modernes, même de sport, elles n'ont pas forcément leur place sur circuit parce que niveau contrainte, niveau consommable, tu les flingues très vite. T'as beau avoir une GT3 RS, tu la mets vraiment sur circuit, tu l'emmènes fort, tu l'abîmes, c'est sûr. Oui, parce que du coup, on a quand même les conforts d'une voiture. La seule chose qui est sympathique, c'est on veut justement s'amuser un peu, en façon un peu sympathique, on peut justement avoir un GT3 RS, l'amener sur le circuit, on la conduisons là-bas, faire quelques tours, s'amuser et partir avec. Après, si on veut vraiment aller chercher vraiment des tours et vraiment de la performance, c'est là que la voiture elle prend peu cher parce qu'on la sollicite beaucoup. Et dès qu'on fait 3 tours, 4 tours un peu poussés, la voiture, elle commence à subir. Mais chose que tu peux faire en moto, par contre. C'est pour ça que tu as une Ducati V4S. Ouais, exactement, oui. Et là, il y a moins de contraintes. Oui, parce qu'il n'y a pas justement la contrainte du poids. Alors, après, c'est une moto beaucoup plus légère. Une moto, elle fait 160 kg. Elle a 215 chevaux de puissance. C'est n'importe quoi. C'est 800 grammes par chevaux. Du coup, c'est dingue, tu vois, la puissance, c'est quand même extraordinaire. C'est notre univers. C'est un univers que j'adorais parce que c'est beaucoup, beaucoup de pilotage. Après, il faut encore une fois être amené par quelqu'un qui connaît bien les trajectoires parce que les trajectoires sont très différentes. Mais en tout cas. Et puis en moto, tu as beaucoup moins le droit à l'erreur parce que si tu te trompes dans la trajectoire, bon après sur circuit, c'est encore autre chose. Il faut faire attention. Et c'est beaucoup plus physique. Beaucoup plus physique. Je pense qu'à bout des 3 tours, moi, en moto, il faut que je m'arrête parce que les yeux ils commencent à s'écraser. C'est quand même. Et dès qu'on commence à être un peu fatigué, du coup, ça devient très dangereux parce que si on se trompe, du coup, on est par terre. On est par terre, hein, ça peut faire un peu plus mal que la voiture. C'est pour ça que tu suis plus le MotoGP que la F1 ? Ça t'impressionne plus ? Non, je suis beaucoup plus le MotoGP que la F1 parce que pour avoir essayé, bon, pas la F1, mais parce que la F1, les promènes de la F1, que c'est très technique. C'est un peu moins spectaculaire parce que avec la technologie d'aujourd'hui, il y a un peu moins de dépasses, c'est un peu plus ennuyeux. Et que les MotoGP, en 25 minutes, 30 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pilotes qui partent en 10e place qui peuvent gagner. Parce que les échanges, les dépassements, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, c'est 30 minutes, mais c'est comme moi, c'est 30 minutes de pure adrénaline. Et en ce moment, on a des pilotes français qui sont exceptionnels. Alors, on est super content de voir. Il y a eu une vraie redécouverte de la moto justement par les Français. Et j'adore ça parce que du coup, on est en France. Et je suis très heureux de voir des pilotes français qui sont hyper forts. Tu te souviens en plus quand on avait préparé l'épisode, c'était juste après le doublé de Zarco et de Quartararo. Ouais, génial. Chose qui n'était jamais arrivée depuis les années 65. C'est un espoir. Et donc pour revenir au côté green, maintenant toi tu as un Taycan Turbo S, donc une machine de guerre aussi.
C'est 100% électrique. une machine de guerre, mais justement beaucoup moins polluante, 100% électrique, 0 à 100 en 2,7 avec une largeur de roue à l'arrière qui est juste extraordinaire, 4 places, choquant les premières fois, c'est vraiment du n'importe quoi. La meilleure façon pour expliquer la voiture, c'est du Space Mountain tout le temps. Il n'y a pas autre mot pour décrire la voiture. C'est comme un Dyson avec 700 chevaux, 760. C'est on-off. Il y a pas de vitesse, il n'y a rien. Il y a deux disques en carbocéramique à l'avant qui sont la taille des roues d'un Cinquecento. Il y a des triers de pinces qui, je sais pas, tu as vu la taille, c'est juste que quand tu le regardes, tu te dis c'est n'importe quoi. Je pense que tu peux arrêter un camion avec. La voiture est lourde. Mais avec un centre de gravité justement très bas parce que les batteries sont justement étalées sous le plancher de la voiture, du coup très stable. Surprenant dans les virages, encore une fois, c'est n'importe quoi. Tu peux prendre des virages à 2,40, 2,50 à fond. En fait, tu te dis, mais comment c'est possible? Justement parce qu'on a ces centres de gravité qui est très bas. Tu es presque assis par terre. Mais hyper confortable. C'est là vraiment que tu te dis que la voiture elle est quand même bien pensée, bien réfléchie. Consommation que du coup ça dépend aussi de comment tu appuies ton pied. Mais si tu roules en manière cool, tu peux faire 350 à 400 km avec un réseau qui devient de plus en plus important en France. Avec une électricité qui est quand même relativement green parce que bon quand même on est nous on est quand même dans le on est encore dans on a une électricité qui est quand même un peu éloignée et on est sous le nucléaire qui est quand même beaucoup mieux que le charbon, alors ça va. Je pense que si on a il faut avoir des réquisites assez importants pour avoir une voiture électrique comme moi. Il faut avoir un garage, il faut avoir une prise rechargeable à haute vitesse parce que moi je peux recharger la voiture en 6 heures. Mais brancher sur une prise de maison, la voiture elle prend quand même 3 jours. C'est encore la difficulté effectivement pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que si t'as pas les structures qui vont bien, exactement. Ça peut être Après, c'est une voiture qu'on peut télécharger avec les bornes de recharge. On la recharge en 20 minutes. Et on peut vraiment faire des longs voyages avec. Par contre, il ne faut pas aller en Italie avec parce qu'en Italie, on est encore loin d'être bien avec le réseau. Du coup, ça peut être un peu compliqué. Et les problèmes de la voiture électrique, c'est quand tu tombes en panne, tu tombes en panne. Il n'y a pas de dépanne, il y a juste que dépanneuse. Tu ne peux pas dire, OK, je vais chercher un bidon d'essence à 2 km. Et non, ça ne marche pas comme ça. C'est compliqué. C'est pour ça que tu as gardé quand même le côté moto. Moto, là, c'est pas l'électrique. Et tu as ta fameuse Multistrada. J'ai la Multistrada V4S pour justement les voyages. Et là, c'est à toi que j'en parle le premier parce qu'on va annoncer justement un super voyage. Beaucoup de gens qui souhaitaient justement partager ça avec moi. Beaucoup de personnes qui me posaient la question où il faut y aller en Italie, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin. Et j'ai lancé un programme avec Ducati. On va partir cet été, mois d'août. On va partir là, regarde. T'as les Ducati per Zanoni, vas-y, regarde sur ma biographie. Et là, on va faire un voyage j'ai 15 jours directement en Italie, en partant par Bologna. Okay. On est 10 motos. Et les gens, que des Ducati. Que des V4S. Ils arrivent à Bologne avec moi. On fait la visite de l'usine. On fait la visite de Bologna. Et on mélange les deux passions. Passion pour la cuisine et passion pour la moto. On s'est fait une balade de 12 jours. On visite des villes très importantes comme la Toscane, comme Firenze, comme Bologne, comme Naples. Et on descend jusqu'à la côte amalfitaine. Et après, à la côte amalfitaine, est tout organisé avec des transports et tout. À la côte amalfitaine, on laisse les motos là-bas et les gens y repartent en France avec leur avion. Ça va être toujours génial. On va faire des cours de cuisine, on va faire des visites du marché. Et moi, j'adore cette façon de partir parce qu'il n'y a rien qui est mieux que la moto et la côte amalfitaine en été. C'est génial. Si j'avais une V4S, je vous aurais suivi. Ah ouais, grave. Ah non, c'est génial. Pour rester dans une petite anecdote, j'ai rencontré la semaine dernière, c'était cette semaine, Calvin, que tu connais, un photographe. Oui.
Et en fait, je voulais te raconter un petit truc, un souvenir que vous avez en commun. C'était la fameuse photo que vous avez fait en fait avec alors si je me souviens bien, c'était des pâtes que vous aviez mangées sur l'aileron d'une GT3. Tout à fait. Et on a fait une photo qui, du coup, a fait les tours du monde. Parce que on a justement, je les connaissais par avant, on s'était rencontrés sur Internet, sur Instagram justement, et j'ai dit écoute, j'ai une GT3 RS verte, est-ce que ça te va de faire un service photo? Et on s'est dit oui, ok, qu'est-ce qu'on va faire de ouf, qu'est-ce qu'on va faire? Dit, mais écoute, moi je vais me planter, je vais mettre une table sous l'aileron à l'arrière. Alors j'ai levé les chaussures, je me suis glissé à l'arrière et on est justement sur le grand aileron à l'arrière. J'ai mis un verre de vin, j'ai mis mon assiette de pâtes et on a pris des shots de ça. Et ça fait vraiment le tour du monde cette photo parce qu'elle était vue par je sais pas combien de milliers de personnes. Et c'était vraiment sympa comme un souvenir. Et j'ai vu plein de gens sur les réseaux faire la même photo, mais tu sais, avec des bacs d'eau, enfin peu importe. Tout à fait. Table, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a lancé un peu la mode et la photo, elle était vraiment génialissime. Et à partir de là, justement, que maintenant Kevin, justement, travaille pour Porsche parce que ils ont fait le plus grand score de vues sur Instagram, même Porsche eux-mêmes. Et c'était marrant parce que c'était, encore une fois, ma passion de la cuisine avec une voiture. Et inimaginable, impensable justement d'utiliser l'aileron qui il fait la taille d'une table en fait, de l'utiliser comme table pique-nique. Ah non, c'était une super idée. Pour finir un peu ce podcast, Simonet, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit niveau cuisine ou même niveau de ta passion? Bah écoute, moi j'ai arrêté de réfléchir, de penser trop à mon futur parce que le futur il va arriver comme il souhaite arriver. Moi j'essaie de continuer à trouver plaisir avec ce que je fais. Tant que j'ai du plaisir, je vais continuer. C'est-à-dire que je vais continuer à trouver plaisir avec ma moto. Je vais essayer de libérer un peu de temps pour faire un peu plus de circuits, justement avec ma Panigale V4S. J'ai la chance que j'ai mon métier, c'est un métier qui plaît à beaucoup de gens, c'est une passion partagée. Je connais énormément de pilotes. Je connais Lovis Baz qui maintenant est parti aux États-Unis à faire de la moto là-bas. Je connais David Cheka qui est champion du monde et 24 heures du Mans et qui est justement, quand ils peuvent, ils m'aident dans ma passion. Et parce que moi, derrière, je les aide dans la leur. Du coup, eux, ils viennent... Justement, pourquoi, à ton sens, il y a autant de passionnés d'automobile qui sont passionnés de cuisine et inversement? Bah parce que c'est des métiers, des passions. C'est un pilote, il adore pouvoir bien manger. Que ce soit un pilote de Formule 1, que ce soit un pilote de voiture, que ce soit un pilote... c'est une passion parce qu'on aime la cuisine, on aime les bonnes choses. C'est un art de vivre. C'est-à-dire que la cuisine, c'est pas... Tu manges pas pour te nourrir, tu manges parce que... une fois que tu as roulé toute la journée avec quelqu'un, tu t'assis à table, tu partages les moments. Et quand tu partages un moment avec quelqu'un, parfois tu es en voiture, mais parfois tu es assis autour d'une table. Et c'est là que ça se trouve que tout le monde a envie de bien manger. Et c'est pour ça que la cuisine, aujourd'hui, que nous, on la voit autant comme une art. Oui, c'est une art, mais c'est quelque chose qui est fait pour être partagé avec quelqu'un. C'est rare que moi, je me mette là, j'ai passé 4 heures en cuisine pour manger tout seul. Mais je fais pas, parce que quand je mange tout seul, je me demande, moi aussi, je mange un sandwich. Mais quand je partage avec quelqu'un, j'ai envie de le faire plaisir. Et quand tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, tu veux partager ton savoir-faire. Un pilote, c'est pareil. Quand il a envie de partager, de faire plaisir à quelqu'un, il a envie de partager ta passion. Et sa passion, du coup, c'est la voiture. Alors, il a envie de m'aider dans la conduite et de m'améliorer. Et c'est qu'est-ce que moi, justement, c'est ces croisements des passions fait que je connais tous les gens, tous les clubs de l'automobile. Je connais les dirigeants de Ferrari, je connais tout le monde des Porsche, je connais tous les pilotes de Porsche. Pourquoi? Parce que c'est tous des clients à la base. Et quand ils arrivent chez moi, ben du coup, ils savent que je suis passionné des voitures. On commence à échanger, on commence à parler. Patrick Pilet qui m'a donné ses chaussures quand il avait gagné les 24 heures du Sepang. J'ai des souvenirs à eau, j'ai des gants quand des copains ils ont gagné les 24. Voilà, c'est vraiment une passion. Et pouvoir me glisser dans les garages aux 24 heures du Mans et voir mes copains qui sont... Moi, c'est dingue. Pour moi, je suis comme un gamin. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un autre côté, en plus du partage, qui est la perfection du geste? Tu sais, la recherche du geste parfait dans le sens où la cuisine, quand tu vas dans un gros restaurant, tu comprends rien à ce que tu as dans ton assiette. Juste, tu apprécies ce que t'as, tu le manges, tu trouves ça exceptionnel, mais tu cherches pas à
déconstruire ce qu'il y a derrière parce que c'est des heures de travail. Pareil pour un pilote ou une voiture extraordinaire, tu comprends rien, enfin sauf si tu es un mécanicien. Bien sûr. Bah, c'est tout à fait logique. Quand nous on crée une assiette, c'est pour ça que parfois c'est bien de les amener derrière les rideaux parce qu'ils puissent comprendre que ça peut être un assiette de pâtes, mais si cette assiette de pâtes elle est parfaite, c'est parce que derrière il y a énormément de recherche et il y a énormément des ingrédients et le client à la fin il n'est pas là pour comprendre pourquoi c'est aussi. Ouais. Il est juste là, il dit waouh, c'est magnifique. J'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais on va pas non plus passer 6 heures à lui expliquer justement de A à la Z qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est exactement la même chose pour une voiture. Une voiture, moi, j'ai pas besoin, moi que je suis mécanicien, j'ai pas besoin de comprendre A à la Z. Je sais justement que quand je prends la voiture dans les mains, elle est agréable, elle est fiable, elle est confortable, et tout ce que je veux comprendre. Sachant que derrière cette perfection, il y a eu des années de travail pour la rendre comme ça. Et c'est ça qui est. Côté magique. Exactement, c'est ça, c'est les deux mondes qui s'est rejoints, justement passionnante, parce que quand tu es passionné, tu veux justement, tu te dis waouh, et quand tu goûtes un plat qui est bon, qui est passionnante, c'est exactement la même chose quand tu essaies une voiture qui est belle et passionnante. Tu as cette chair de poule qui te dit waouh, c'est des souvenirs et la vie, elle est faite des souvenirs. Écoute, je pense que c'est la meilleure conclusion. On peut pas faire mieux là. Merci beaucoup, Simonet. C'était vraiment un plaisir. Écoute, c'était plaisir de partager justement ces idées avec toi. Et en plus, Quattaro qui fait la pole en même temps. C'est dingue. Je suis trop fier de lui. Je lui ai envoyé déjà un message. Il m'a répondu. C'est vrai? Je lui dis, écoute, la prochaine fois, il faut vraiment que tu viennes à manger chez moi. Et il me dit, oui, super content, avec plaisir. Dès que je suis à Paris, je passe à te voir. Génial. Mais moi, tu sais, je suis un très Ducati là. Malheureusement, c'est fait. Il y a 2 ans, c'était les derniers Grand Prix justement, le MotoGP qu'on pouvait être présent. J'ai fait à manger pour toute l'équipe de Ducati, tous les pilotes et tous les mécanos. Et c'est une expérience de dingue parce que tout le monde aimait la cuisine. Ils étaient trop fiers de m'avoir. Et là, je suis vraiment dépité parce que ça fait 2 fois maintenant qu'ils passent par Le Mans et je peux pas aller les voir. En espérant que l'année prochaine, ce sera la bonne année pour pouvoir répartir sur les circuits et revoir de vraies courses. Eh ben, j'espère aussi. Grazie mille et je te dis à la prochaine, ok? À bientôt. Ciao, ciao, Simone. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Mister Val qui écrit « Le format est d'une justesse. Yann est génial dans son rôle d'intervieweur et les invités sont tous plus passionnants les uns que les autres. Mention spéciale pour le dernier podcast publié avec Bernard Olivier qui nous emmène dans les dessous d'Alpine. Quelle histoire incroyable. » Merci beaucoup Val, j'imagine que c'est pour Valentin. Ça me touche beaucoup. Et effectivement, l'épisode avec Bernard Olivier, donc ex-CEO d'Alpine, qui explique toute la renaissance de la marque Alpine et du fameux modèle l'Alpine A110, est absolument incroyable. Bon, il se trouve que c'est plus le dernier épisode depuis, puisque ce podcast est quand même malgré tout assez prolifique. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce soutien. Je sais que c'est un épisode qui vous a vraiment beaucoup plu, comme d'autres, mais celui-ci était plus vraiment un vrai travail d'historien. Et c'était juste génial d'apprendre toutes ces anecdotes et de pouvoir vous les partager. C'est une marque qui fascine tellement Alpine, qui nous fascine tous, je pense. Donc un vrai plaisir. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, @dbg_podcast, et découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. Pour l'instant, il y a seulement le vlog qui correspond à l'épisode que j'ai enregistré avec Adrien Parasol, qui est en ligne, mais d'autres arrivent très vite, c'est promis. J'espère d'ici la semaine prochaine. Là, j'espère que je m'engage pas trop en disant ça au moment où je vous sors cet épisode, mais ça devrait pouvoir se faire. Mon emploi du temps va se calmer, je vais pouvoir vous monter le prochain vlog, donc sûrement avec François Delecourt. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 48, et notamment le dernier épisode que j'ai enregistré, le hors-série que j'ai enregistré avec le podcast Vroom de Peter Otto, dirigé par Dorian Raffin, où en fait on a fait un croisé où je vous raconte un peu plus les coulisses du podcast et de cette folle aventure que je vis grâce à vous, grâce à mes invités. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.